devoir que notre service a est de régler certains problèmes qui sont d'ordre étatique. Mais pour comprendre les conflits des États, il faut comprendre les origines de nos conflits. Pour comprendre pourquoi on arrive à un basculement hégémonique et d'où est-ce que la trace du problème émane, qui est d'ordre spirituel et qui est aussi d'ordre géopolitique des pouvoirs, et comprendre pourquoi il y a eu une puissance expansionniste européenne qui sont aujourd'hui en train de nous assiéger. Donc on est obligé de remonter à 1000 ans. Donc voilà pourquoi je dis, s'il vous plaît, supportez, ça va passer. Right? Il faudrait qu'on remonte il y a 1000 ans pour comprendre l'Europe il y a 1000 ans. Pour comprendre l'Europe il y a 1000 ans, jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas vous ennuyer, hein, parce que ça va être compliqué. Il y a 2000 ans, la première puissance européenne et africaine, c'est la puissance romaine. Ok? Et le premier traité de paix, c'est le Pax Romani. Mais on revient à la Rome. La chute de Constantinople au IVe siècle fait en sorte que l'Europe est divisée en deux. L'Europe de l'Ouest, Rome, et l'Europe de l'Est, les Byzantins. Là, on est au IVe siècle. Et comment est-ce que les Romains arrivent à dominer toute l'Europe? Progressivement, ils étendent leur puissance à travers la trace qu'a laissée Alexandre le Grand. C'est une continuité. Vous savez que la Bretagne, aujourd'hui, Bretagne, c'est un nom qui est purement romain, qui est la fille de Caligula. Et les Francs sont aussi tous des Gaulois, mais qui ont été tous engloutis par la puissance romaine. Ici, on en a les 3 premiers siècles après le christianisme. Ils prennent l'Afrique du Nord, ils n'entrent pas dans les contrées. Parce qu'ici, on sait naviguer, mais il y a un véritable problème dès le 3e, 4e siècle. C'est que les puissances de l'extrême-orient, c'est-à-dire la Chine et les Indes, ont leur culture, ils sont très puissants et ils développent ce que vous devez savoir, la culture du riz, très important, la culture du sel et en plus la culture de ce que vous devez, les épices. Parce que vous savez que avant les épices étaient extrêmement chères. Donc, les infidèles, on les appelait, ceux qui étaient à l'extrême-orient, ne pactisaient pas trop avec les Romains, qui étaient devenus des chrétiens. On va aller rapidement, je ne veux pas perdre le temps parce qu'il y a tellement de choses à dire. Les premières guerres commencent. Les guerres qui sont purement territoriales et les guerres qui sont purement du commerce. Parce que celui qui détient le commerce détient les finances. Ok? Le fur et à mesure où la puissance romaine grandit, on arrive au IVe siècle, elle est subdivisée en deux parce que l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest se divisent à cause des papes, des notions du christianisme qui ont divisé l'Europe en deux, entre la puissance romaine et leur doctrine et la puissance byzantine qui est devenue orthodoxe aujourd'hui, plus ou moins. Ok? Donc ici, c'est très intéressant de voir à quel point, à la suite de ces événements, même s'ils ont aussi les luttes contre les Perses, ok, qui étaient très violents, une puissance émerge de nulle part, dans le 6e siècle, qu'on appelle les musulmans. Ils changent toute l'équation de l'atmosphère. Parce que les Romains maintenant ont 2 batailles. La bataille des Perses et la bataille contre les islamistes du Golfe, c'est-à-dire à travers Mohammed. Ne l'aurez pas. Je vous sens prêt. Les yeux sont bien blancs. Vert, c'est que je vais te suivre jusqu'à la gare aujourd'hui. Vous allez me comprendre pourquoi. En fait, ici, de l'an 0 grégorien jusqu'à l'an 8, il y a 3 forces majeures qui se battent pour le croissant méditerranéen là. C'est que l'Afrique du Nord, la Turquie jusqu'en Israël et toute la partie qui va jusqu'au steppe de Mongolie à l'entrée de
l'Inde. Ce sont des batailles. Les Amériques ne sont pas encore... Non, il n'y a pas encore les Amériques là. Les Amériques ne sont pas dans l'équation. Les gens y vivent, mais il n'y a pas encore l'équation. Et les musulmans, quand ils commencent en 132 jusqu'en 711, dominent toute l'Afrique du Nord et montent jusqu'en Espagne. C'est là où maintenant il y a des batailles contre les chrétiens et les musulmans à travers le commerce, parce qu'il faut savoir, il y a le Nil, n'oublions pas cela. Le Nil est un endroit important parce que si tu veux transférer les biens, le matériel, l'or et la nourriture, tu vas passer par le Nil. Donc celui qui possède le Nil possède la puissance. Et les musulmans, donc dans le 7e, 8e, 9e, 10e, 11e siècle, possèdent ce croissant-là. D'où les batailles qu'il y avait et beaucoup de morts. Donc les musulmans contre les chrétiens, c'était violent. Il faut savoir que, comme je l'ai dit il y a beaucoup de mois, la plus grande partie de l'Espagne, de l'Italie et même un peu de la France, c'était musulman. Les juifs n'étaient rien dans l'équation. C'était de bons commerçants. Et quand on monte ici, on voit que dès le 10e siècle, pour lequel il faut quand on commence à se distinguer, la puissance française, les royaumes francs commencent à se distinguer. Le royaume anglais commence à se distinguer. Le royaume allemand commence à se distinguer. Se distinguer ici, ça veut dire se subdiviser en territoires. Mais ils ne s'aiment pas beaucoup. Parce que chacune d'entre elles, chacune de ces puissances, voudrait avoir une puissance expansionniste. Ici, donc, un problème se pose. Au 11e, 12e, 13e siècle, ces trois siècles rapidement, grandit une puissance qui est très forte, qu'on appelle les Ottomans. Les Ottomans ici, ce sont les Turcs, si vous voulez. Right? Les Turcs, les Ottomans, ici, à travers Salman, vous avez vu les croisades qu'il y a eu au 12e siècle avec Salman, vous allez savoir qui il est, coupe la route de l'Asie. C'est important ici. Coupe la route de l'Asie pour que la plupart du commerce entre l'Ouest et l'Est ne se font plus. Et que c'est eux qui ont le monopole. Parce que celui qui a le Nil et celui qui a le croissant devient riche. Voilà pourquoi les Ottomans sont devenus hyper riches. Et c'est à les Ottomans que l'Afrique du Nord traitait. La plupart des rois du 11e, 12e, 13e, 14e, c'est africain, traitaient avec les Ottomans. On est ensemble? Ça pose vraiment l'Europe. L'Europe, donc à travers l'Espagne et le Portugal, qui sont les véritables premières puissances du 12e, 13e, 14e siècle, décident de trouver un autre moyen de voyager. Parce qu'il était difficile, vous connaissez la carte du monde, non? Il était difficile d'aller du Portugal jusqu'en Inde en passant par la route de la soie. C'était difficile, c'était impossible. Parce que les Ottomans avaient bloqué la route. Mais il fallait contourner donc. Ce contournement donc géopolitique a commencé à faire en sorte que les hommes portugais et espagnols commençaient à trouver des moyens navals. Ils voulaient donc commencer à prendre la mer. Et donc à partir du 12e, 13e siècle, les Espagnols et les Portugais prenaient maintenant les bateaux pour arriver jusqu'en Guinée. Mais ils échouaient. Beaucoup mouraient. Ok? Je veux qu'on comprenne comment la colonisation est arrivée. Hein? Parce que l'Afrique du Nord était en contact avec l'Europe depuis des millénaires. Ok? Mais l'Afrique profonde n'était pas vraiment. Donc à partir du 14e siècle, Vasco da Gama, Christophe Colomb décident donc pour traverser, pour ne pas être confrontés aux musulmans qui étaient très puissants. Ils ont commencé à prendre tout au long de la côte ouest. Le but était de partir aux Indes. Ok? Le but était de partir aux Indes. Ok? Voilà pourquoi la plupart des bateaux qui ont échoué aux Amériques, comment Christophe les appelait? West Indies. Ok? Parce qu'ils ont échoué, parce que le but était de traverser toute la côte atlantique de l'Afrique. Ok, bon, rapidement. Ok, ici. Le but ici de notre explication, c'est de comprendre comment, dès le 14e, 15e siècle, les Portugais sont venus sur nos côtes. Ils sont venus avec le christianisme et nous ont annulé toute notion culturelle, économique que les Africains avaient depuis des millénaires. Si je prends cette notion-ci, c'est parce que dès le 15e, 16e siècle, l'Espagne et le Portugal, c'est des puissances extraordinaires. Ils arrivent à mettre des comptoirs partout. Et quand ils ont vu qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle la traite négrière. C'est important de comprendre ça. Il faut connaître notre histoire, hein, c'est important. Donc cette traite négrière, à partir du 15e, 16e siècle, sert de main-d'œuvre pour transporter le matériel, pour travailler. L'Égypte était un très grand champ de canne à sucre. Il faut le savoir, l'Égypte était un très grand champ de canne à sucre
pour l'Italie, bien sûr. Parce que vous savez, pour faire l'alcool, il faut la canne à sucre. Donc, à partir de cette période-là, que les Portugais prennent le pouvoir et les Espagnols, la puissance française et anglaise commence aussi à prendre du volume et commence à les envier. Mais nous, on veut aussi l'argent, on veut aussi le commerce. Ils entrent aussi dans le système pour lequel ils construisent des bateaux à voile de plus. C'est-à-dire la puissance portugaise et espagnole a pris ses côtes et ont commencé à mettre des comptoirs, faire la main d'œuvre pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui, les esclaves. Mais dès le 15e siècle, 16e siècle, la puissance portugaise et espagnole chute un peu et les Anglais et les Français prennent plus de pouvoir. C'est là où ça devient intéressant. Ok? Ils prennent, vous savez que l'Allemagne ne peut pas trop, parce que l'Allemagne est entre deux pays. Ils n'ont pas vraiment de très grande mer. C'est ça le problème. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu explorer avant. Les Anglais et les Français prennent la mer, conquis toute l'Afrique et jusqu'aux Indes. C'est ici où le problème commence. La première puissance devient anglaise, la deuxième puissance devient française. Mais à l'extrême orient, Confucius est puissant. Il traite avec l'Afrique australe. Mais sans pouvoir venir, ce n'était pas pour conquérir, c'était juste pour le commerce. Le problème commence ici, mes amis. Je veux que vous compreniez pourquoi il y a les guerres aujourd'hui, à travers ce que je dis ici. C'est que la réalité est que les puissances déjà luttaient contre elles pour les guerres des religions. Entre eux, ils ne s'entendaient pas sur la papauté, ils ne s'entendaient pas sur qui est roi, qui n'est pas roi. Les chrétiens luttaient contre les chrétiens et il y a eu des millions de morts. Ce n'est pas un débat. Ceux qui connaissent la guerre des 300 ans, vous allez savoir comment il y a eu beaucoup de morts de chrétiens entre chrétiens. Ils sont tous allés au paradis. Donc ici, la suite est intéressante. La France maintenant et l'Angleterre dominent les Amériques au 15e siècle. Ils se déportent aux Amériques. Ils trouvent les Espagnols là-bas et ils trouvent nos falachas. Mais il est désapproprié de leur terre. Les Anglais prennent la plupart des terres à l'extrême ouest. Les Français prennent la côte est et le Canada. Ils dominent. Ils sont puissants. Ils chassent tous les gens qui habitent là-bas et ils mettent leur culture, ils construisent leurs colonies, leurs 13 colonies. En Afrique, ils font la même chose. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe. Ils le font, ces deux pays. Mais ça commence à énerver d'autres peuples parce que quand tu as la main d'œuvre qui vient de l'autre pays, tu deviens puissant. Quand les outre-mer deviennent tes terres pour lesquelles tu peux cultiver toute forme de culture, tu deviens puissant. Ça commence à rendre jaloux les autres pays. Ça rend jaloux les Allemands. Ça rend jaloux les Ottomans. Parce qu'ils ont trouvé les hinterlands, l'intérieur des terres. C'est ici que ça commence à avoir un problème. Parce qu'il y a beaucoup de batailles. Voilà pourquoi il y a eu la conférence de Berlin en 1885. À travers les multiples combats que les Français ont bien pu avoir avec les Allemands, multiples combats, tu dois comprendre que la plupart des pays européens avaient des outre-mer en Afrique, aux Indes, aux Antilles, dans les 4 coins du monde. On dit jusqu'en 1912, le pays qui avait le plus de terres hors de sa terre, c'était l'Angleterre, ou la Grande-Bretagne. Donc ici, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que pour comprendre les conflits, il faut comprendre le fait qu'une puissance qui a les autres mers, qui s'approprie les terres des autres, qui s'approprie des ressources des autres, qui domine les autres peuples à travers le tchoum, l'arme, le pistolet que les Portugais, à travers Da Vinci et ses prédécesseurs, ont pu dominer ces autres peuples-là. Les guerres des territoires commencent. La Belgique, qui est un tout petit pays de rien du tout, à travers les traités qu'ils ont avec l'Angleterre et la France, décide de prendre le Congo. Congo belge, pour ceux qui ne le savent pas. La France décide de prendre toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. On prend toutes les terres que l'Allemagne avait. Ils reprennent les terres que l'Allemagne avait à la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et ça commence à créer des tensions. N'oublions pas ici. À partir de cette période-là, il y a les traités de paix qui sont là. On fait beaucoup de traités de paix, mais ça ne marche pas. Les tensions sont au beau fixe. À la fin du 18e siècle, en 1899 jusqu'en 1900, c'est au beau fixe. Il y a beaucoup de guerres entre les puissances baltiques, ok, les puissances, c'est-à-dire
ce qu'on appelle la Bulgarie aujourd'hui, toute cette région, et l'Allemagne et la Russie. Ces pays commencent à être en conflit parce que on a traversé la période industrielle. On est ensemble? Je sais, c'est pas grave. C'est-à-dire, il faudrait que tu aies du charbon, que tu aies du pétrole, que tu aies de la main-d'œuvre, que tu aies du fer pour que tu puisses être industriel. Et forcément, ces ressources se retrouvaient toujours en Afrique. Donc, les peuples qui voulaient dominer le monde étaient obligés d'avoir des outre-mer. Donc, l'expansionnisme donc a commencé dès le XVIIIe siècle. C'est quoi l'expansionnisme hégémonique? C'est-à-dire, les puissances veulent devenir hégémoniques. Les monarchies françaises, allemandes, de la Grande-Bretagne aussi, veulent devenir de plus en plus hégémoniques. Et ils ont décidé donc de s'approprier les territoires des autres pour dominer les autres. Voilà comment les guerres commencent véritablement. Parce qu'en fait ici, je vais m'arrêter sur une guerre qui m'intéresse le plus parce que c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Les Israéliens sont déportés dans les 4 coins du monde. Déportés. Ici, je ne suis pas contre les Israéliens ou les Juifs, absolument pas. Je donne les faits historiques. Et dans cette notion-ci, les mandats sont plus ou moins, les mandats sont britanniques et françaises. Parce qu'en fait, quand il y a la révolution des Ottomans, c'est-à-dire que les Ottomans chutent et que la puissance russe, la révolution bolchevique en 1717 arrive, la France et l'Angleterre se divisent au Moyen-Orient en petits morceaux. Ça les appartient. Ok? C'est pour eux, si vous voulez. Et cette guerre éclate et il y a un mort en 1914 d'un prince hongrois, on appelle François. Il meurt et ça provoque la Première Guerre mondiale. Mais ça c'est l'extérieur en fait. Mais en réalité, c'était les guerres de territoire entre eux qui va engloutir la puissance ottomane qui est déjà en train de tomber. Les Allemands se fâchent contre les Français parce qu'ils disent vous avez trop de territoire, vous avez trop de territoire qui vous appartiennent. Nous on n'a pas su rien. C'est nous qui avons organisé la conférence de Berlin. Vous avez des rebelles. La plus grosse ressource africaine, c'est-à-dire le Congo. Si on revient au Moyen-Orient, la Première Guerre éclate, la Première Guerre mondiale éclate, il y a ce qu'on appelle l'Axe et les Alliés qui luttent ensemble. Là, ça fait 10 millions de morts, 1 500 000 de blessés, c'est énorme en fait. Sans compter qu'entre-temps, il y a la peste noire qui a aussi fait 50 millions de morts, comme j'expliquais la semaine passée. Le véritable problème ici de mon explication ici, c'est le fait qu'on crée ce qu'on appelle la SDN, la Société des Nations, qui est là pour apporter la paix dans ces peuples. Et ceux qui décident de mettre les jalons de la paix, c'est les États-Unis. Ils décident de mettre la paix. Et la façon dont ils mettent la paix, c'est en faisant la guerre. Parce qu'eux, ils ont leurs intérêts derrière. Si tu veux être la première puissance, il faut t'assurer que tu as beaucoup de territoire et que tu as beaucoup de ressources pour que ces ressources en or deviennent le dollar. Parce que la première unité du dollar était l'or, avant que ça devienne du pétrodollar en 70. Donc, ici, mon raisonnement ici est la SDN s'assoit après le traité de Versailles en 1919, en juin, et apporte une accalmie après la Première Guerre mondiale. Mais les Allemands sont fâchés, comme vous le savez, parce que la France a pris une partie de leur terre. La Russie est fâchée, parce que la révolution bolchevique a divisé les peuples. L'Angleterre a ses territoires, ils sont puissants, ils n'ont pas de problème. La Deuxième Guerre mondiale éclate, des millions de morts, des millions de déplacés. N'oublions pas que ces peuples sont purement chrétiens, ceux qui font ces guerres-là. Des millions de morts, des millions de déplacés. Et ces guerres-là aujourd'hui, on voit encore ces guerres-là aujourd'hui à travers la lutte de la Deuxième Guerre mondiale entre les États-Unis et l'URSS. Mais si on met une petite virgule aujourd'hui dans notre discussion qui est un peu boring, c'est qu'à la Deuxième Guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on crée une transformation de la SDN qui devient l'ONU. Ici, on est en 1945. Et ils s'asseyent ensemble. C'est dans le droit de veto.
Certains sont juste des invités. Et à travers cette notion, ils décident de se diviser encore ce qu'on appelle Israël. Parce que ce mandat appartenait aux Britanniques. Ces Britanniques donc décident de se retirer et de faire en sorte que les sionistes reviennent sur la terre qu'on appelle la Palestine. Parce que la Palestine appartenait aux Palestiniens depuis près de 2000 ans, en majorité. Ils décident de subdiviser le pays en trois. En majorité, appartenait aux Palestiniens. Et très peu appartenaient aux Juifs. Aujourd'hui, comme hier, les États-Unis, à travers la Grande-Bretagne, ont beaucoup perdu cette bataille. Aujourd'hui, comme à la guerre froide, comme à la fin de la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS ou la Russie sont toujours en combat et en bataille. En fait, si tu veux comprendre l'histoire d'aujourd'hui, il est important de comprendre la source d'hier. Et j'entre là dans un domaine pour lequel je voudrais que mes collègues puissent écouter. Nous, on a la chance, non pas la chance, nous on a le devoir d'annoncer les guerres, d'annoncer les situations géopolitiques. Et nous, moi, qui le faisais, ça fait quand même 9 ans, 10 ans que je le fais, pardon, je n'avais pas cette notion historique de ce qui est la cause d'une guerre et comment les résoudre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait une mauvaise lecture chrétienne, judéo-chrétienne, qui nous enseigne quand tu vois, mets le nom des yeux en bas, mets Amos tel. Pourtant, absolument pas. Moi, je commets plus ces erreurs depuis 4 ans. Quand je vois une situation géopolitique de guerre, je m'assure de connaître les antécédents. Pour comprendre d'où ça vient et comprendre pourquoi on me le montre. Parce qu'en fait, le but de montrer ces guerres géopolitiques qui apporteront ces morts et ces déplacés n'est pas pour le fun. C'est pas pour blaguer. C'est pas un jeu en fait. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent pas, parce qu'ils sont dans les églises, qui sont mortes ou qui n'ont absolument aucune notion de ce qui va se passer demain, ne comprennent pas le but de comprendre les événements géopolitiques qui vont décimer la terre. Aujourd'hui, c'est Israël qui chauffe. En fait, ça fait 77 ans que ça chauffe. Depuis que l'ONU a décidé de subdiviser le Moyen-Orient en petits morceaux, et que les gens qui ont cette terre, on les met dehors de plus en plus, ça crée ce problème d'expropriation de terre. Et ces personnes naissent avec des stigmates de guerre. Ils sont prêts à mourir pour leur terre. Et naturellement, on le sait. Moi, ce qui s'est passé hier, je crois que je pose beaucoup de choses, les gens ne comprennent pas. Hier, on oublie que Macron et la France, le Liban est une colonie française. N'était pas, c'est une colonie française. Et quand le Liban est attaqué, la France est attaquée. Parce qu'il y a les intérêts français au Liban. Il y a beaucoup d'investissements français au Liban. Donc quand tu vois les Nétanyahou se fâcher en disant que M. Macron ne sait pas de quoi il parle, l'Israël c'est qui devant Macron? L'Israël a fait quoi plus que la France? En termes de puissance, si on ferme les États-Unis, l'Israël va dire quoi? Rien. On se comprend? Mais aujourd'hui, la guerre a pris un volume. Demain, ça va faire 1 an exactement que le 7 octobre, que le Hamas a attaqué Israël. Mais le vrai problème, c'est la résolution du problème. Parce que moi, en tant que serviteur, j'ai l'opportunité et la chance de voir cette guerre 1 an en avance. Pas pour que je montre que je vois, mais c'est pour la résolution d'un problème pour lequel l'ONU n'a pas la capacité de résoudre. Parce que l'ONU est liée par les États-Unis. Parce que vous savez que tous les pays cotisent. Si on ne cotise pas, il n'y a rien en fait. Donc, l'ONU, ses mains sont scellées. Les pays occidentaux, les mains sont scellées. Parce qu'on oublie ce qu'on appelle les alliances politiques. Les alliances politiques. On va savoir ce que va se passer encore avec le Cameroun dans 1 an. Hey, my God, je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Mais je dis, les alliances politiques. La première et deuxième guerre mondiale, ceux qui les ont sauvés, à part les Africains, c'est les États-Unis. On se comprend? Ceux qui ont financé la guerre à travers ce qu'on appelle le pré-balle, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont servis de l'Angleterre, de la France, il faut vous dire cash, ils le savent, c'est juste qu'en fait, le peuple est juste très très endormi, comme aujourd'hui en Afrique, on est endormi.
partir de 1941, l'Allemagne est trop puissante. L'Allemagne extermine tout devant son passage. Il faut absolument que ceux qui se disent neutres, les États-Unis, entrent en guerre pour la deuxième fois. Entrent en guerre et eux-mêmes, parce que ça commence en 39, de 39 à 41, les États-Unis produisent des armes en masse. Des chars, des avions, des navires, parce qu'il les a donnés. En fait, c'est un don. Mais ce n'est pas un don, puisque tu payes ça en or. Donc, les États-Unis sont enrichis derrière les pays européens à la Deuxième Guerre, surtout à la Deuxième Guerre mondiale, pour lesquels, jusqu'aujourd'hui encore, la Grande-Bretagne paye. J'ai mis un post sur il y a quelques jours parce que les gens ne lisent pas beaucoup. Paye pour ça. Nous payons encore pour ça, pour cette guerre-là. Mais voilà pourquoi les États-Unis sont de plus en plus riches, ou étaient de plus en plus riches. Et faisaient asseoir la domination. Parce qu'aujourd'hui, on va les alliés des États-Unis. Ils n'aiment pas tous les États-Unis, mais ils n'ont pas le choix. Ils se rappellent de 1945. Ils se rappellent que c'est eux qui ont sauvé. Mais pourtant, ce n'est pas uniquement eux. On met la Russie hors de l'équation, alors que la Russie a aidé à sauver des millions de vies en France. Parce qu'en fait, la France et la Belgique étaient le territoire pour lequel il y a la Deuxième Guerre mondiale. Il faut que les gens le sachent. La France et la Belgique étaient le territoire pour lequel il y avait la guerre. L'Allemagne avait dit assiéger l'Est de la France. Et les États-Unis les sauvent, mais à travers les financements pré-balles. Donc les États-Unis sont devenus très riches en or. Et que lors de la Grande-Bretagne, qu'ils ont pris où? En Afrique. Lors de la France, qu'ils ont pris où? En Afrique. Lors de l'Allemagne, qu'ils ont pris où? En Afrique. Ils ont commencé à payer en or les États-Unis. Voilà comment ils sont devenus riches. Voilà pourquoi le dollar était la valeur de l'or. Jusqu'à ce qu'ils ont découvert le pétrole en 70, c'est devenu maintenant le pétrodollar. J'insiste dessus. Et aujourd'hui, pour couper les vivres, les BRICS font le travail de l'autre côté. Mais si je prends cette notion d'explication, c'est que aujourd'hui, qui finance la guerre en Israël? Les États-Unis. C'est pas un débat. Voilà pourquoi Macron a dit hier, il faudrait qu'on cesse de donner les armes à Israël. Et M. Netanyahu s'est levé, s'est fâché contre ça. Comme quand tu parles comme ça, tu es ignorant. Il a le droit de le dire. Parce que si on coupe les armes, c'est fini. Si on parle à l'extrême-orient, encore on parle en Ukraine, et les vrais le savent, ceux qui écoutent les forums, les armements que les États-Unis donnent, les millions, ce n'est pas gratuit, ils ne donnent pas les milliards là pour rien. Hein? Ils le donnent parce qu'il faut absolument maintenir sa puissance depuis 1945. Parce que depuis 1945, la guerre froide commence vraiment en 1945. C'est-à-dire l'hégémonie de la... Qu'est-ce qui commence à faire la guerre froide? C'est l'arme atomique. Ok? L'arme atomique. On en sort? Ok, bref. Einstein. Ok? L'arme atomique, ici, commence à créer un problème. Parce qu'en fait, toutes les nations voient qu'avec cette arme atomique, on peut annuler une terre. Donc, et la plus grande puissance à cette période-là, c'est l'URSS. Et ils ont les scientifiques plus forts que les Américains. Et Einstein le sait, puisqu'Einstein le dit, qu'ils sont avancés, faites attention, ils sont avancés. Donc cette bataille de guerre froide-là, ou la guerre de proxy, prend le volume. S'il vous plaît, on ne peut pas résoudre les guerres si on ne connaît pas ces facteurs-ci. On se comprend? Tu peux t'asseoir avec les chefs d'État si tu ne connais pas ça. Tu ne vas pas venir faire rabat, ça ne marche pas. Il faut que tu connaisses l'histoire du monde au bout de tes doigts. On est ensemble? Voilà pourquoi on n'arrive pas à résoudre les problèmes, parce qu'on arrive. Sur les décombres, tu vois le drapeau israélien, sur les décombres, je l'explique en mai 2000, je crois qu'on est le 8 ou le 9 mai 2024. Sans oublier que l'année passée, en avril, j'explique exactement ce qui va se passer dans l'annexion d'Israël sur la Cisjordanie. Je l'explique ce qui se passe parce que le service te donne le temps dans le temps. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, je vais le rappeler demain, se posent la question comment le service secret israélien, le Mossad, n'a pas su pour l'attaque israélienne. Mais c'est faux, ils sont au courant. C'est fomenté même par Netanyahu parce que pour qu'il puisse maintenir son pouvoir, il faut absolument qu'il y ait la guerre. Et ils ont un allié depuis 1947 qui est les États-Unis. Donc, le Liban aujourd'hui fait partie de la terre pour laquelle les Israéliens veulent absolument prendre. Je dis que le Liban veut lui prendre parce qu'ils se disent qu'à la période historique biblique, Israël et le Liban étaient un pays, au sens pur du terme. Donc il faut qu'on comprenne la géopolitique de ce qui se passe avant.
pour qu'on comprenne aujourd'hui. Moi, je le dis parce que derrière cela, il y a beaucoup de morts, beaucoup de familles. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Vous voyez ce qui s'est passé hier à Beyrouth? Explosion sur explosion sur explosion, sous le regard niais de tout le monde. Tu vas ouvrir ta bouche comment pour parler contre la terre promise? Comment tu vas vouloir ouvrir ta bouche alors que tu lis la Bible, que la Bible te fait comprendre qu'Israël, c'est la terre promise? Comment est-ce que tu vas vouloir ouvrir ta bouche quand lui prend les passages pour te faire comprendre que c'est Gog et Magog qui combat? Comment tu vas vouloir te dresser contre la parole de Yahvé? Comment tu vas vouloir? Tu ne peux pas vouloir que la plupart des chrétiens ne peuvent pas être contre ce que Netanyahu fait. Ils s'en foutent des millions. Vous avez vu le nombre de millions de personnes qui sont déplacées? Vous avez vu le nombre de millions, de milliers de morts qui sont en seulement 3 semaines? On a près de 10 000 morts. Le Hamas, c'est 10 000 personnes. Et au bombardement hier, il y a eu au moins une vingtaine de bombardements hier, et on va encore le jour ce matin, des milliers de morts. Tout le monde reste silencieux, à part la Chine et la Russie. C'est eux qui lèvent la bouche pour parler. Et comment on peut résoudre ce problème si on n'anticipe pas? Voilà pourquoi je trouve que mes collègues sont des peureux. Ils sont riches avec les Lamborghini fantômes, mais ils deviennent des fantômes. Parce qu'ils n'arrivent pas à se dresser devant et de faire leur travail de serviteur pour annoncer et de décrier que ce que certaines personnes font au niveau du pouvoir sont inacceptables. Comment donc on va résoudre cela si l'ONU, la SDN, en tant que grand-père, est liée par le dollar? Comment on peut résoudre le problème? Comment ça va s'arrêter? L'Iran a commencé à frapper. L'Iran a l'arme nucléaire. S'il commence à dire Allah Akbar là, qu'est-ce qui va se passer? Israël, c'est un petit pays comme ça là. Encore, Israël ne peut pas lutter contre l'Iran. La population, c'est même pas pensable. Mais les États-Unis supportent. Et les Africains restent muets. On ne parle pas. Paul Biya ne dit rien. Sassou Nguesso, bon, il ne parle pas beaucoup de toute façon. Sassou Nguesso ne dit rien. Tout ce peuple ne dit rien. On ne parle pas. On regarde. Il n'y a que l'Égypte qui a parlé il y a quelques jours. Il n'y a que les pays qui se sentent puissants avec le petit qui parlent. Et c'est ça le problème. On vit de guerre en guerre parce que un président a décidé de nous noyer ainsi. La géopolitique est très importante pour comprendre le but de la création. C'est à travers ça qu'on peut vraiment comprendre comment le service ou Dieu ou les anges interagissent avec les hommes. Mais c'est très compliqué. Parce que les gens ne sont pas prêts à écouter cela. Pour des raisons qui sont purement divergentes. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la SDN, l'ONU, Première et Deuxième Guerre mondiale, les traités de paix qu'on a bien pu avoir. Et pourquoi aujourd'hui cette guerre-là de proxy continue à exploiter toujours l'Afrique, à exploiter toujours l'Extrême-Orient, à exploiter toujours ce qu'ils appellent le Moyen-Orient. Et les Européens aujourd'hui, même s'ils s'affaiblissent de plus en plus, c'est visible. Mon vrai problème ici, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est où allons-nous pour la prochaine génération? Et c'est le questionnement qu'on devrait remettre sur la table, my friends. Où allons-nous pour la prochaine génération? Je suis un peu triste de le répéter tous les dimanches et que quand je le dis toujours, les gens zappent. Où allons-nous pour la prochaine puissance?